Je tournais depuis 1 an et demi. Et en fait, tourner est un bien grand mot, puisque nous tournions 2 semaines et nous ne tournions plus 2 mois, puisque c'était un film polonais fait à une époque où toute l'industrie, non seulement du cinéma, les industries polonaises communistes s'effondraient, le pays entrait dans une crise qui, en bout de course, a amené l'effondrement du communisme tout entier en tant que système. C'était un système qui n'était plus viable d'aucune manière. Et en plus, c'était un film de science-fiction. Donc, un film qui a besoin de décors, de costumes, où rien ne peut être pris dans le magasin d'à côté, dans la rue. Mais donc, un film, on s'était jeté donc 1 an et demi avant, sans beaucoup réfléchir sur les réalités. Et ça nous a coûté très cher, puisque nous n'avons jamais fini ce film. Au bout d'1 an et demi d'efforts, et le film était au 4/5e fait, c'est un film de 3 heures quand même, plus de 3 heures et demie de longueur. Eh bien, il a été brutalement arrêté par un nouveau... Nous avions des ministres du cinéma à l'époque. Alors, un ministre du cinéma... Oui, le cinéma, Lénine avait dit que le cinéma de tous les arts est celui qui nous importe le plus. Et selon cette bonne règle, il y a toujours eu des ministres du cinéma. Nous, bien heureux, en Pologne ou en Tchéquie, Tchécoslovaquie à l'époque, nous n'avions pas des commissaires politiques pendant les tournages. Mais par exemple, Eisenstein, le plus grand metteur en scène russe de tous les temps, selon moi, eh bien, en tout cas, le plus grand monteur. Eh bien, si vous regardez le générique de ces films, il y a 2 noms toujours. Ce n'est pas juste Sergei Eisenstein, il y a toujours un autre monsieur. Et l'autre monsieur, c'était le surveillant politique, qui était là sur le plateau, qui regardait ce qu'on tourne bien, ce qui a été accepté, admis, et qui avait une voix au chapitre. Donc, nous n'en étions pas là, mais néanmoins, nous avions des ministres du cinéma. Et ces ministres du cinéma, d'habitude, étaient de pauvres fonctionnaires du parti. Et ils considéraient cette tâche comme une sorte de corvée, être le censeur de films qui, de toute façon, n'ont pas beaucoup d'intérêt. La plupart d'entre eux n'avaient pas beaucoup d'intérêt, à part quelques magnifiques chefs-d'œuvre faits avant l'époque où moi j'ai pu commencer. Et donc ce ministre, pour une fois, ils ont placé à la tête du cinéma, qui produisait une trentaine de films de long métrage, 200 films de court métrage, des trucs de télé, enfin c'est une assez grosse boîte. Donc ils ont placé à la tête un type assez intelligent. Et ce type assez intelligent est là, c'est très vendu au régime, donc un type parfaitement maléfique, s'est fait projeter tout ce qu'on avait tourné et a décrété, mais il l'a vu dans la journée, le soir il a décrété, c'est un film contraire à tous les principes qui régissent la vie politique, culturelle, sociale d'un pays sous régime socialiste, communiste. Donc un film anti-matérialiste, anti-marxien, anti-ce que vous voulez, anti-tout. J'attendais qu'ils disent anti-Union soviétique, mais en science-fiction, elle n'existait pas. Bon, ça ne pouvait pas marcher. Il a tout arrêté, et non seulement arrêté, mais il a donné l'ordre de détruire tous les décors. Nous avions des décors dans les monts du Caucase, en Géorgie, en ex-Union soviétique, en Pologne, mon Dieu, partout, au bord de la mer, dans les mines de sel, enfin Il a ordonné de tout détruire, de jeter les costumes dans un grand trou creusé quelque part et voilà, que même la mémoire du film disparaisse. La Pologne n'étant pas l'Union soviétique, on ne m'a jamais rien demandé, ce qui est la chose la plus curieuse. Je n'ai été convoqué devant personne. On ne m'a pas mis... lui a fait une conférence de presse mensongère où il a dit que c'est à cause des coûts astronomiques du film, ce qui est faux. Je n'oublierai jamais la phrase de Scorsese quand il a vu le film. Il a dit « mais combien de milliards de machins ça a dû coûter ?» Quand on lui a dit que rien du tout, parce que tout a été fabriqué à la main, en fait, d'une façon parfaitement rustique, il se disait que c'est quand même de l'ordre du miracle, du moins ça. Donc je n'ai été convoqué par personne, personne ne me parlait non plus, je n'avais pas droit au travail, je ne pouvais même pas faire taxi à Varsovie. J'avais ce qu'on appelle le billet de loup, donc c'est un truc qu'on écrit dans vos papiers, parce que nous avions tous des papiers, on avait tous les papiers du monde, sauf des passeports. Et j'avais une femme et un enfant, un petit enfant, et je ne savais pas quoi faire de moi-même, je pensais devenir fou. Et en pensant devenir fou, j'ai concocté cette histoire un peu folle. J'y ai pensé à Varsovie, en marchant dans ces rues grises, épouvantablement pauvres à l'époque, sinistres, pleines de haine. J'ai inventé donc l'histoire d'une brave femme qui vit là-dedans et qui sauve son âme, si j'ose dire. Hein. C'est très
Europe de l'Est, cette expression. En fabriquant, en cultivant dans un petit appartement d'un quartier très pauvre de Varsovie, une espèce de chose qui échappe à l'entendement, qui échappe à tous les systèmes, à cette rue grise, à cette rue rouge, à tout cela. Et je l'ai donc complètement inventé ici, mais ici, non seulement je n'aurais jamais pu faire un film pareil, mais surtout moi, je n'aurais jamais pu faire un film pareil puisque j'étais banni, j'étais interdit. Mais comme le système, le pays s'effondrait, ces gens qui nous gouvernent avaient besoin de ce qu'on appelait des devises, c'est-à-dire des dollars, des francs, des Deutschmarks, ce que vous voulez, pour renflouer les caisses, même d'un tout petit peu de... Et donc, un ami français, d'ailleurs, qui travaillait à Hollywood à la Paramount, m'a envoyé une fausse invitation sur laquelle on m'a donné un vrai passeport, et on m'a dit « tu disparais dans les 24 heures sans faire de bruit, et on verra ce que tu vas dire en Occident ». C'est la deuxième fois que ça m'arrivait. Si tu dis des choses méchantes et pas bonnes, eh ben, ta femme et ton enfant, tu les reverras on ne sait pas quand. Mais si tu te comportes d'une manière raisonnée, sinon raisonnable, eh ben, peut-être que les horizons vont s'éclaircir et on va voir. Donc je suis parti à New York. Et cet ami, marié d'ailleurs à mon ex-femme, c'est peut-être la clé de la chose, elle a dû non, c'est un type très bien. M'a organisé une piole dans un hôtel de luxe, un hôtel de cinéma d'ailleurs, en plein New York sur le Central Park. Et pendant 2 mois, j'ai écrit ce scénario dément en m'abreuvant au Bourbon le moins cher, hein, puisque j'avais très peu d'argent. J'ai écrit le script. Et résultat des courses, le film a été financé. Je ne voulais pas du tout, je n'imaginais pas ce film en Amérique, c'était un pays que je connaissais mal à l'époque. Et j'imaginais ce film tourner le plus près possible des raisons pour lesquelles il a été conçu et écrit. C'est-à-dire le plus près possible du bloc communiste, comme on disait, le plus près possible du mur de Berlin qui était en quelque sorte la frontière. Et donc je voulais le faire à Berlin, vraiment. Et je l'ai fait grâce à une combinaison de choses, c'est-à-dire une productrice française, de l'argent américain qui venait de là-bas, puisque c'est cette Paramount qui nous a cofinancé le film. Et voilà, et le film, par miracle, s'est fait. Ma foi ne peut exclure le hasard, mais le hasard ne peut expliquer la foi. Ma foi ne m'a pas permis d'attendre le hasard, et le hasard ne m'a pas donné assez de foi. Je voulais absolument que ça soit Isabelle Adjani. Curieusement, dès le début, dès le départ, je pensais que c'est une actrice extraordinaire, d'abord, un cas de figure étonnant, et en plus, une actrice à qui on avait comme si on avait peur de la faire jouer, en considérant tout son mystère, toute son aura. En fait, je ne l'avais vue bonne qu'une seule fois, c'était dans un enregistrement sur bande magnétique de ce qu'elle avait fait à la Comédie Française, c'était, je crois, Ondine. Elle était très très jeune et c'était bouleversant. La mise en scène, n'en parlons pas, c'était la Comédie Française, mais elle, c'était quelque chose, on se demandait de quelle planète est-elle descendue, cette très jeune fille, moitié allemande, moitié arabe, n'ayant en fait pas une goutte de sang français, étant dans une des pièces essentiellement les plus françaises, chez un auteur des plus français que je connaisse. Et magnifique. Bon. Et donc je lui ai proposé le rôle, et elle a refusé une première fois, carrément, net, en disant « Quoi, moi, jouer une mère ?» Pourtant, elle avait un enfant. Jamais. L'éternelle jeune fille. Chose qu'il a, je crains, l'a perdue par la suite. C'est-à-dire cette course folle pour rattraper une jeunesse qui s'en va pour tout le monde, et il faut l'admettre, et en tirer profit. Elle n'a jamais eu la sagesse de le faire. Mais ça la regarde, c'est une autre chose. Et puis elle a accepté. Elle a accepté, je pense, parce que je ne savais d'ailleurs pas que Bruno Nuiten était son mari, je ne savais absolument pas. Et je voulais Bruno Nuiten à cause des films, lui, qu'il avait admirablement photographiés. Et un jour, je me souviens, dans un de ces bars de cinéma du quartier des Champs-Élysées, nous parlions, mais quelle actrice, et je lui ai raconté que je voulais Isabelle Adjani, qu'elle avait refusé, et que
Du coup, je me trouve un tout petit peu Grosjean comme devant. Je ne vois pas l'autre actrice. Mais non, non seulement je ne la vois pas en France, je ne la vois pas en Angleterre, je ne la vois pas en Italie, je ne la vois pas, je ne sais pas quoi faire. Et il a souri d'une manière étrange et il m'a dit « Est-ce que tu peux attendre 24 heures ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il a sous la manche ?» Et Isabelle Adjani a appelé et là j'ai appris, on m'a dit « Mais tu ne savais pas ?» Ben non, je ne savais pas, mais ils sont en couple, donc il a dû la convaincre. Je crois que c'était comme ça. Je pense aussi qu'elle vivait un très très mauvais moment dans sa vie professionnelle. Avec Bruno, ils habitaient dans 3 chambres de bonne comme ça, réunies dans une rue, je ne me souviens plus laquelle, que leur avait prêté la femme de Donald Sutherland, qui était une ex-actrice française, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il y avait le petit môme. Personne ne voulait d'Isabelle, qui s'était forgé une réputation épouvantable dans la profession, c'est-à-dire dès qu'on a du caractère et on est un tout petit peu... Et elle peut être facilement insupportable, comme beaucoup de ce qu'on appelle stars. Donc, moi j'avais un billet de loup en Pologne, elle en avait un en France. On n'en voulait pas. Et donc, je sais que les producteurs en ont profité puisqu'elle a tourné ce film pour une somme vraiment dérisoire, ce qui pour moi dit des tas de choses bien sur elle, puisqu'elle voulait jouer ce rôle, je crois. Et la preuve en est que pendant tout le tournage du film, elle n'a jamais vu ce qu'on tournait, elle n'a pas vu les rushs. Elle les a vus une fois, le premier jour, le premier soir, enfin les rushs de la première journée, pour voir la qualité de l'image, sans doute de son maquillage, de je ne sais pas quoi, et puis pour voir si elle est dans de bonnes ou de mauvaises mains. C'est-à-dire comment le filet est-il tendu autour d'elle, comment elle est attrapée. Et sinon, elle a dit non, je préfère ne pas contrôler, ne pas réagir, mais y aller, quoi. Et elle y est vraiment allée. Ça ne fait pas mal. Non. Et la tragédie du film, c'est sur le dos de l'acteur principal qui porte tout. Sam Neill, on l'a fait venir. Je l'ai vu une fois dans un café. On a pris 2 bières bien australiennes ensemble. Et j'étais absolument certain que c'est lui. Sûr. Et d'ailleurs, après ce film, il a fait une brillante carrière, puisqu'il est passé... Il a joué dans tout et chez tout le monde, de Spielberg, même à Chabrol, je crois, même à un moment donné. Donc, j'en suis ravi. I'm glad. You're the father who went far away and met the polar bears. Elle pratiquait l'anglais, donc. Et nous avions, sur le tournage... Alors, l'agent d'Isabelle était américaine et elle s'est offerte comme le meilleur coach possible, puisqu'elle avait accès à l'actrice 24 heures sur 24. Et Sam aussi, Sam Neill a beaucoup aidé. En plus, Isabelle, dans les films, ne joue pas une anglaise ni une américaine. Donc, les pointes d'accent, d'ailleurs très indéfinies qu'elle a dans le film, ne gênent en rien. No one is good or bad, but if you want, I'm that one. And if I knew he existed in this world, I would have never had Bob with you. J'ai pas fait de répétition type théâtrale. Le système étant que, d'abord, lisez donc les 70 pages qui nous séparent d'entre hier et aujourd'hui dans le tournage, tous les jours, beaucoup de conversations, énormément. Et donc lui, j'ai regardé un jour son scénario, j'étais halluciné de voir qu'il y a des fils de couleurs qui traversent les pages selon à quel point de sa folie est-il, de sa folie à elle et de sa folie à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous essayer de faire passer. Et c'était un travail que j'ai admiré du plus profond de mon cœur, parce que voilà un acteur-acteur. Moi, je viens d'un cinéma du pauvre. Le cinéma du pauvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je faisais mes premiers films en Pologne, j'avais de quoi tourner exactement une prise, puisqu'on ne nous donnait pas plus de pellicules Eastman Color, et déjà je me considérais comme extrêmement privilégié, vu que c'était mes premiers films, qu'on me donne de l'Eastman Color qui coûtait très cher à l'époque. Et donc c'était calculé de façon à pouvoir faire une prise, puis le petit bout d'avant, le petit bout derrière, le clap, c'était fini. J'appelle ça le cinéma du pauvre, c'est-à-dire c'est un cinéma qui vous oblige quand même à une discipline fondamentale, c'est-à-dire de
précouper votre film dans la tête, puisque vous n'aurez pas des tonnes de pellicules à pouvoir choisir, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je ne saurais pas faire ça. Je ne suis pas de cette école-là. Mais donc, de répéter beaucoup sur le plateau et de tourner au moment où tout le monde est mûr, y compris le chef-op avec ses lumières. Et quand il y a cette espèce de... Donc, il faut surtout être tous les nerfs en éveil pour saisir le moment où des acteurs parfois venant d'horizons parfaitement différents, avec école, sans école, de nationalités différentes. Entre Sam-Neill et Isabelle, il y avait quand même un gouffre de différence. J'avais dans le film des actrices allemandes qui venaient des films de Fassbinder, qui est quand même tout à fait autre chose encore. Et puis un grand acteur allemand qui venait du Schiller Theater, le théâtre un peu rigide, un peu pompeux de Berlin. Donc les faire mûrir au même moment et dire voilà, là on tourne, c'était la tâche essentielle d'un metteur en scène pendant ce tournage. C'est vous, Heinrich? Oui. Je viens pour Anna. Anna n'est pas là. Vous voulez que je défonce votre porte? Ce n'est pas la peine, elle est ouverte. On parlait du mauvais caractère d'Adjani, je crois que le mien est encore plus mauvais que le sien, et de beaucoup. Mauvais caractère, ça veut dire que je réponds du film. C'est un film que je veux faire, que j'ai écrit, et pardon de le dire d'une manière brutale, ce que certains oublient, surtout les chefs-op, un tout petit peu, qui ont pris des galons dans leur travail, ils ont tendance à l'oublier, surtout avec des metteurs en scène jeunes. C'est le metteur en scène qui choisit son opérateur, ce n'est pas l'opérateur qui choisit son metteur en scène. Et cette relation essentiellement simple est conservée pendant toute la durée du film. C'est le metteur en scène qui choisit ses acteurs. Évidemment, il y a des producteurs, il faut parfois écouter ce dont ils ont besoin, sinon vous ne faites pas le film du tout. Et donc là, il y a sinon des compromis, du moins des discussions. Mais un chef-op fait ce que vous lui dites de faire. Maintenant, il le fait dans un registre dans lequel je sais faire des photos, je peux éclairer un film, mais je le ferai moins bien. D'abord parce que je n'ai pas ce talent-là primordialement, et deuxièmement parce que je ne m'occupe pas que de ça. Un chef-op s'occupe que de ça. Et donc, quand c'est un vrai, il est à 100% branché sur ce qu'on appelle la lumière. Puisque déjà là, où doit être une caméra et quel objectif on choisit et à quelle hauteur doit-elle être et pourquoi pas ici ou ailleurs, c'est moi qui le dis. Je me balade avec le viseur, je dis elle sera là, et puis elle ne sera pas là, mais elle sera là. C'est pourquoi c'est peut-être du mauvais caractère, mais en tout cas je ne ferai pas ce métier, je ne m'occuperai pas de filmer mes scénarios, mes films, mes textes, si c'était à quelqu'un d'autre de le dire comment le faire. D'ailleurs, je serais quoi dans ce cas-là? Je pousserais le chariot, enfin, je traînerais des câbles. Non, non. Donc, et Bruno a réussi une photo d'une luminosité, d'une netteté. C'est ce dont on parlait avant le film très longtemps. Il a fait des essais. Moi, je voulais une photo sans ombre, pratiquement. C'est-à-dire que si les ombres arrivent comme dans l'appartement où Adjani a son monstre, elle vit avec son monstre, ce sont des pans entiers d'ombres, ce ne sont pas des ombres qui se baladent, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des ombres fugitives. Donc quand il y a ombre, c'est parce que c'est la nuit, par exemple, et donc il y a des grands pans d'ombre. Et sinon, c'est une photo que j'appelle de métal ou de porcelaine, si vous voulez, une photo clinique. Le cas est clinique, celui que je raconte dans le film, donc c'est clinique. Et il a très bien réussi, il a loupé un seul truc, c'est que vers la fin du film, il était quand même à bout de nerfs, et il n'a pas fait d'essai des yeux du monstre à la fin, et on avait mis à Sam-Neill des lentilles qui devaient faire ressembler ses yeux, qui sont naturellement assez marrons, aux yeux de la deuxième jeune fille jouée par Adjani, donc cette espèce de fille qui vient de Berlin-Est. Eh bien, ça ne s'est pas enregistré sur la pellicule. Je lui en veux encore. Et on n'avait pas le temps de refaire ces quelques plans. Fasciste. Le monstre, soi-disant, dans ce film,
m'a prouvé une fois pour toutes qu'il ne faut jamais essayer de faire plaisir à qui que ce soit quand on fait un film. Il faut être déplaisant, dire non plutôt que oui. Et là, j'ai dit oui parce que la productrice française, mais qui s'est beaucoup battue pour le film, il faut dire, et qui est allée voir le Sénat de Berlin, qui a organisé tout un... Donc j'avais une sorte de dette de reconnaissance vis-à-vis de ses efforts. Elle a beaucoup cru au sujet. Elle n'a pas bronché sur Sam Neill d'Australie, ni sur Adjani avec la réputation qu'Isabelle avait. Donc je lui devais vraiment gratitude. Et elle m'a dit, tu sais, il y a cet Italien génial à Hollywood, Carlo Rambaldi, il a fait les Spielberg, il fait beaucoup de choses. Je lui ai simplement dit, est-ce qu'on a de quoi le payer, celui-là? Parce que ça doit être des sommes astronomiques. Elle a dit, non, non, il est italien, j'ai des contacts à travers Rome, Cinecittà, machin. Bon. Comme elle avait vécu en Italie avec des Italiens, bon, pourquoi pas? Et on est allé voir Carlo Rambaldi, qui a fait des crobards assez formidables, des dessins tout à fait convaincants, et tout à fait, comment dire, moi ce que je voulais surtout, c'est qu'on ne puisse pas identifier cette chose pendant le... C'est-à-dire au début, c'est quelque chose qui coule dans un métro, et au bout, c'est Sam Neill. Mais entre l'espèce de flaque blanche et rosâtre dans le métro et Sam Neill, ben, tout est possible, toutes les étapes sont possibles, de fabrication, de coagulation de cette espèce de personnage final. Et ces dessins avaient la grande vertu d'être, je ne dirais pas flous, puisque le trait était appuyé, mais ils étaient génialement pas clairs. Puis Carlo est arrivé à Berlin, un homme absolument délicieusement italien, charmant, baragouinant, un Américain épouvantable. Et il m'a dit, bon ben voilà, j'ai l'affaire, quand est-ce qu'on tourne? J'ai dit demain. Comment demain? Ben oui, on tourne demain. Attends, il faut que je prépare. Ben, je dis, ben oui, ben, t'as la nuit, prépare. La nuit? Ah bon? Ben oui, t'es en Europe, Carlo, c'est fini Hollywood. Et combien de temps on a pour tourner le monstre? Je lui ai dit, écoute, le tout dans tout, toutes les scènes avec le personnage, si j'ose dire, on a 2 jours, sous toutes ses facettes. Il dit, comment 2 jours? Je dis, ben oui, 2 jours, écoute, on a, je sais pas, 40 et quelques jours de tournage, ou 30, je sais plus, je ne me souviens plus, on a 2 jours avec le monstre. Et il me dit, est-ce que tu sais combien de temps j'ai tourné le gros plan dans les rencontres du 3e type, du petit martien, disons, qui sort de la soucoupe et il a un gros plan, et voilà, il bouge des yeux, machin. J'ai dit non, je ne sais pas, il a dit 6 semaines. J'ai dit, vous avez tourné 6 semaines le gros... Il a dit oui, avant de trouver l'éclairage, le machin, l'électronique, le truc pour le faire bouger. Ben, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, attends, déjà, je vais te montrer ce que j'ai amené. Et il a ouvert son coffre et j'ai cru m'effondrer, m'évanouir. Parce que dans ses bagages, dans ses soutes, donc, il y avait une espèce d'énorme préservatif rose d'à peu près 2,5 mètres de longueur, au bout duquel il y avait une espèce de... Il est dans le film pendant très peu de temps. Il y a des yeux qui clignotent, parce qu'il y avait une électronique, et une bouche qui respire, une tête qui bouge. C'était une espèce d'énorme phallus. Et je lui ai dit, Carlo, mais d'abord, ça ne ressemble pas à ce que tu m'as montré comme dessin. Ah non, non, mais la productrice m'a dit que, en fait, c'était un symbole sexuel de machin. Et alors, je lui ai dit, ben, tu n'as pas fait un symbole sexuel, tu as fait un phallus. Le phallus n'est pas un symbole, c'est le machin, voilà. Autant te filmer si tu enlèves ton pantalon, ça reviendrait au même. Alors très gêné, puisque c'est quand même un sculpteur et un homme pas con. Et il m'a dit, ah oui, ah bon, alors attends, qu'est-ce qu'on fait? C'est une erreur. Mais je lui ai dit, ben oui, c'est évidemment une erreur. Alors moi, je veux bien le mettre dans un plan, de façon à ce que, voilà, on ne voit pas la taille, on ne voit pas le détail, mais le reste, tu me le fabriques, mon pote. Et là, son âme italienne, Cinecittà, le bricolage s'est réveillé complètement. Soudain, il s'est senti plus jeune de 20 ans. Il a dit, fais-moi confiance, tu l'as. Demain, tu l'as. Toute la nuit, ils sont restés, lui et 3 mecs de l'équipe, de la déco, à bricoler le monstre qui, par la suite, se tortille sur un lit avec des trucs de pieuvre. Et ils l'ont fabriqué avec de la pellicule de cinéma, des bouts de bois et des fils noirs invisibles que toute l'équipe, pendant le jour du tournage, agitait dans tous les sens, dans une espèce de petite pièce comme ça, où il faisait très très chaud, parce que c'était l'été à Berlin, au
disait Scheisse, Scheisse, en faisant bouger la pieuvre. Et avec mon assistant qui était couché sous la pieuvre dans le matelas évidé pour faire bouger le corps. Enfin, c'était encore une fois du bricolage. Mais comme je sortais d'un film de science-fiction polonais tourné comme ça, en bricolant, je me retrouvais finalement dans mes souliers. Et Carlo était très très fier de sa création par la suite, et elle est dans tous ses catalogues, il la montre, enfin il est parfaitement ravi. J'ai commencé à parler de cette affaire de Carlo Rambaldi, du monstre, etc., en vous disant que jamais plus je ne ferais plaisir à qui que ce soit. Et ce petit plaisir offert à une dame charmante qui était productrice et qui, comme je le disais, a beaucoup fait pour le film, s'est retourné complètement contre le film, puisque non seulement il nous a posé un gigantesque lapin casse-tête, enfin un truc qui paraissait insolvable pendant un moment, mais le film a été assez facilement pris par des cons pour un film d'horreur. Et la première sortie aux États-Unis, le film a été acheté d'une manière assez pirate par un imbécile qui l'a collé en double ticket avec un autre film d'horreur, et pour le coller en double ticket, il en a coupé la moitié. Donc ce fut une espèce d'escroquerie horrible et vulgaire, une grande brutalité, qui s'est évidemment retournée contre le film, c'est évident. Donc jamais plus. Alors si vous me demandez de vous faire plaisir avec quoi que ce soit, n'y comptez pas. Et il faut avoir une confiance extrême dans un acteur ou une actrice, en l'occurrence Isabelle Adjani, puisque ça ne dépendait que d'elle. Elle raconte à droite et à gauche encore, ça me fait beaucoup rire, parce qu'il y a une part de vérité là-dedans. Quand elle m'a demandé « mais qu'est-ce que je joue exactement ?» Elle savait que le début, c'est elle seule qui commence à entrer en folie, en riant, puis en cassant les provisions qu'elle porte dans cette espèce de sac, et puis en entrant en transe. Quand tu entres dans cette folie, qui est quand même une folie aussi sexuelle, ce que Rambaldi a peut-être essayé d'illustrer d'une manière un tout petit peu trop primate, eh bien tu fais l'amour avec l'air, tu baises avec l'air ambiant, le monde. Voilà. Ah, eh bien elle l'a fait. Elle l'a fait et la caméra était à la main. Nous n'avons tourné que le premier plan qui est le plus difficile une fois, et le deuxième par souci, parce que l'opérateur qui tenait la caméra a cru à un moment donné qu'il a cadré le pied de quelqu'un à côté, donc par souci, parce qu'on ne pouvait pas vérifier, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. On l'a fait une deuxième fois, mais cette deuxième fois était déjà beaucoup moins forte, moins expansive, moins prenante. Pour moi, c'est un des grands moments d'actorat. Et je le dis volontiers parce que j'en étais plus le témoin que le metteur en scène. Il fallait tout un film pour en arriver là, et nous avons tourné ça pratiquement en dernier, tout à fait en dernier. Donc toute cette confiance accumulée, toute cette espèce de travail en commun sur le rôle, les rôles, ça a donné ce fruit, mais ça restera pour moi comme si ce n'était pas mon film. C'est un des grands moments où une actrice donne des choses que vous voyez que très rarement. On m'avait beaucoup prévenu de cette espèce de sale caractère, de pâleur méchante, disant non. C'était un petit soldat parfait, mais parfait. Il était 5 minutes avant tout le monde. Maquillage, machin. Pourtant, le métro de Berlin, 5 heures du matin, un froid de canard, et elle arrosée par des liquides gluants, en train d'avoir une crise d'hystérie. Physiquement, c'était brisant. C'était vrai, ça pouvait briser une force de la nature. Mais les acteurs sont des forces de la nature. Il y a eu un seul conflit, assez marrant d'ailleurs, parce que comme elle ne voyait pas les roches, au bout du premier jour de tournage, donc du deuxième rôle qu'elle tient dans le film, où elle joue une jeune femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Isabelle Adjani, mais qui a des yeux et des cheveux différents, et qui est une institutrice qui s'occupe de l'enfant, du héros de 5000. Le lendemain, quand l'équipe a vu les roches, on était très très contents, elle est très belle dans ce rôle.
On m'a fait venir le matin en disant elle ne veut pas sortir du maquillage, elle ne veut pas tourner, il y a un problème. Je suis allé la voir, journée radieuse, cours de l'école, petits-enfants, enfin, petits oiseaux partout, et elle, comme ça, butée à mort, la première fois que je la voyais comme ça, elle disait non, je ne veux pas parce que, tu sais, ces yeux que vous me mettez, les faux yeux dans les yeux, regarde de quoi j'ai l'air, elle avait des yeux enflés comme ça, tout rouge, j'ai fait une allergie à ce machin, je ne peux pas. Alors si je peux tourner ça sans ces yeux-là, évidemment, mais avec ces yeux-là, c'est pas possible. Je lui ai dit, attends Isabelle, on a tourné hier 3 scènes avec ces yeux-là, je n'ai pas le temps, je ne peux pas les refaire, je n'ai pas l'argent ni le temps de les refaire. Donc tu vas tourner avec ces yeux-là. C'est absolument impossible. Sniff, sniff, bon, grande scène, la diva qui pleure. Alors je me suis renseigné, parce que ça me paraissait étrange. Et l'homme est mort depuis, du sida d'ailleurs, donc je peux le raconter. Le chef maquilleur, qui était un... Vous savez, les maquilleurs sont toujours les plus amis avec les actrices, surtout quand voilà, ils sont un peu comme ça. Eh bien, il lui a raconté que ses yeux la défigurent, elle est absolument... Elle est d'une laideur avec ses yeux, qui ne sont pas ses yeux à elle, épouvantable, et que vraiment... Ah, et ça suffit. Et donc le matin, physiquement méconnaissable, enflé, rouge, terrible, je suis revenu dans le maquillage, ayant entendu le potin dans le couloir, c'est comme ça que ça se passe dans les films. Tout revient toujours chez le metteur en scène, qui est comme l'araignée au milieu de sa toile, il n'attend que les vibrations. Et j'ai dit à Isabelle, est-ce que tu peux sortir une seconde avec moi pour n'avoir pas de témoin? On est sorti dans le couloir, je l'ai planqué derrière une porte, j'ai serré la porte contre elle et je lui ai dit, Isabelle, si dans 10 minutes, tu n'es pas en bas, prête à tourner comme il faut, ou bien je t'écrase avec cette porte, ou je te tue si tu descends sans les yeux, machin. Je te tue. Silence, 10 minutes passent, l'équipe attend, mademoiselle descend, désenflée, ravissante, les yeux en place, sans problème. On tourne, voilà. Seul conflit. Mais ce n'est pas un conflit. Je viens d'un endroit où le mal semble plus facile à dépister parce qu'il s'incarne dans les gens. Il devient vous-même, pour que les autres voient clairement le danger d'être déformés par lui. Ce que je demande pendant le tournage d'un film, et pendant le tournage d'un film, je regarde les rushs, non pas tous les jours, je dis les 2-3 premiers jours, oui, pour vérifier tout, et ensuite non, parce que ça me coûte trop. C'est-à-dire je passe mon temps à gerber aux chiottes, c'est-à-dire je vomis aux toilettes, d'énervement, donc je suis incapable. Donc je vois les rushs, et tous les films c'est comme ça, toutes les semaines, le dimanche matin. Reposé, frais, je regarde ce qu'on a tourné dans la semaine, et ça me donne aussi l'occasion de choisir les prises tout de suite. Ce qui fait qu'en bout de course, le lendemain du dernier jour de tournage, j'obtiens un bout à bout. Et je demande à ce qu'on ne coupe même pas les claps. C'est-à-dire j'ai un espèce de... Et en effet, ça dure d'habitude 2 fois et demi la longueur du film, fatalement. Parfois, il y a 2 prises quand il y a une hésitation sur un moment où je sais que je pourrais prendre le début et puis la fin et entrecouper avec le... Ouais. Et ça vient encore d'une... Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'est plus un défaut qu'une qualité, plus une qualité qu'un défaut? C'est sans doute un défaut. C'est l'école du cinéma du pauvre. C'est-à-dire mon film est prémonté. Et toutes mes monteuses m'ont toujours dit, écoute, si tu mourais par chance après le tournage, on saurait exactement comment monter, parce qu'on ne peut pas le faire autrement. C'est là et pas ailleurs. Donc, je n'ai jamais monté un film, et plus de 9 jours, et 9 jours, c'était Godunov parce qu'il y avait de la musique. Et donc, c'est un montage particulièrement... fin par le son, non pas par l'image. Mais le montage image, d'habitude, c'est 5 jours, 4 jours, 6 jours. Et encore, ça se passe d'une façon merveilleuse, puisque ça se passe dans le Champagne. Et là, tout le monde vient, les acteurs viennent. La salle de montage devient une espèce de petit salon où on respire d'abord, et puis et si on a aimé le film qu'on faisait, ben, on est ravi de le revoir prendre forme à l'écran. Et si je suis avec toi, c'est parce que tu dis « je » pour moi. Parce que tu dis « je » pour moi. Cannes, c'était la première fois, ce qui m'a
surprise, c'est à la fois l'hostilité d'une moitié de la salle et l'enthousiasme sans doute exagéré puisqu'il fallait réagir à l'hostilité de l'autre moitié de la salle. Beaucoup de joie quand Isabelle a eu le prix. Vraiment, je pensais que c'était vraiment mérité. Ce qui m'a beaucoup heurté, si vous voulez, ce dont je garde un très mauvais souvenir, c'est la sortie du film en France, surtout où très peu de monde est allé le voir, pour des raisons qui ne regardent que eux, ou qui regardent la façon de le sortir. Je n'en saurais jamais rien. 28 ans, il a mis 27, 28 ans à reconquérir un public. Ce n'est pas agréable comme sentiment, mais il vit, je vis, et peut-être qu'une vieillesse avec ces petites douceurs-là est plus agréable qu'une vieillesse faite d'aigreur. Je dois partir maintenant.